Bienvenue à l'écoute du balado Me Voici. Dans ce balado, vous écouterez le récit de personnes qui ont voulu s'impliquer pour le mois national de sensibilisation aux spina bifida et à l'hydrocéphalie. Ces personnes se sont donc portées volontaires pour nous expliquer à leur façon ce que représente le handicap dans leur vie. Nous leur avons demandé de nous parler de leur réalité, de ce qui leur tenait à cœur et si elles avaient un message à faire passer à la communauté. Dans ce balado, vous écouterez le témoignage de Marie-Ève, qui vit avec un spina bifida. Elle vous racontera comment elle a grandi avec, elle reviendra sur une période de sa vie où elle a ressenti une perte progressive de ses capacités physiques, et vous découvrirez comment Marie-Ève a su composer avec sa nouvelle condition et le rôle essentiel que ses proches, les professionnels de la santé et son conjoint ont eu dans l'adaptation à son nouveau mode de vie. Elle vous parlera aussi de son rôle de mère, de ses 2 beaux enfants dont elle est fière. Elle soulignera également les difficultés que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer dans la société. Enfin, vous découvrirez que Marie-Ève est une personne active, positive, qui a appris à mieux se connaître, à prioriser, à gérer son énergie au cours de la journée pour se préserver. C'est une personne qui garde dans sa boîte à outils le lâcher-prise, la résilience pour avancer malgré les difficultés de la vie. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Marie-Ève, j'ai 38 ans. Je suis née avec un spina bifida lipomyéloméningocèle. Ça m'a été diagnostiqué à ma naissance. J'ai eu au total 2 opérations reliées à ma condition. Une à l'âge de 9 mois pour désancrer ma moelle épinière et puis une autre à l'âge de 31 ans pour enlever de la pression sur ma moelle épinière parce que j'avais une détérioration là, qui se faisait, ça faisait quelques années. Donc, les spécialistes ont décidé là, de faire une intervention qu'on appelle un shunt. Dès la naissance, j'ai été pris en charge par plusieurs spécialistes. J'ai été suivie jusqu'à mes 18 ans au Centre Cardinal Villeneuve. Puis, mon développement était comme une jeune enfant de mon âge, qui est normal, qui n'a pas de problème de santé. Donc, je faisais de la danse, j'étais une personne qui était active. Oui, je me blessais un petit peu plus facilement au dos, mais somme toute, c'était quand même pas si mal. Hein? Puis, les spécialistes, à ce moment-là, ils comprenaient pas vraiment pourquoi j'étais en si bonne santé physique, finalement, parce que mon état, ma colonne vertébrale était quand même pas mal atteinte. Donc, ça a tout le temps été un beau mystère. Puis, rendu à l'âge de à peu près 30 ans, là, j'ai commencé à remarquer que j'avais de la perte de sensibilité au niveau des pieds, plus difficile de monter des escaliers. Là. Tu sais, je sentais que j'en perdais physiquement, là, tranquillement, mais tout le temps un petit peu. Donc, ça a été quand même un peu long de rembarquer dans le système de santé, là, mais du moment que ça a été fait, j'ai été super bien pris en charge par les spécialistes. Ils ont examiné mon état, puis ils ont décidé de me faire une 2e opération. Ce qui était le moins risqué, là, c'était d'aller faire un shunt, donc d'aller insérer une genre de petite paille dans ma moelle épinière pour drainer du liquide puis enlever de la pression sur ma moelle. Puis après ça, le rétablissement s'est bien fait, mais malgré l'opération qui a stabilisé mon état, j'ai quand même perdu de la sensibilité, la proprioception de ma jambe droite. Donc maintenant, je marche avec une canne. Mon état neurologique fait que j'ai plus de spasticité aussi dans les jambes, plus de douleur. Donc, ça change ma vie, ça change mon quotidien, mais j'apprends à vivre avec tout ça. Ça l'amène son lot de deuil, mais faut pas s'arrêter à ces difficultés-là. Faut se botter le derrière puis voir ce qu'il y a de beau. Un dicton que j'aime beaucoup qui dit quand la vie te donne des citrons faisant de la limonade, ben je me le répète quand même souvent, puis j'essaye d'appliquer cette théorie-là le plus possible.
En société, ce que je trouve le plus difficile, ça a de l'air niaiseux, là, mais c'est les accès au stationnement pour handicapés. C'est pas un stationnement poussette, c'est pas un stationnement pour monsieur, madame, tout le monde quand il mouille ou que vous êtes un petit peu fait mal à une jambe ou au dos, n'importe quoi. Ça prend une vignette pour handicapés pour utiliser ces stationnements-là. Puis c'est super important. Prends-moi l'hiver, ça m'est arrivé d'être obligée de me stationner loin parce que n'importe qui avait utilisé le stationnement pour handicapés. Ben l'hiver, il y a de la glace, il y a de la neige, c'est dangereux pour moi, puis ou je dis pour moi, mais pour une autre personne handicapée, puis c'est tombé fâchant. Fait que s'il vous plaît, respectez ces cases de stationnement-là, puis laissez-les nous. Ils sont là pour nous rendre service à nous. Une autre chose que je trouve super importante, c'est que l'accès au travail pour les personnes avec des difficultés physiques, avec des handicaps. Quand on est en forme, on s'en rend pas compte, là, mais des portes lourdes qui n'ont pas d'ouverture de piton automatique ou des petits catchs de porte là que je suis pas en fauteuil roulant, mais je pense aux gens qui sont en fauteuil roulant, puis je me dis, ça a donc même pas de l'air pratique. Fait que pensez à vos établissements, vos entreprises, sont-ils vraiment accessibles? Mettez-vous dans la peau d'une personne comme nous, là, puis pensez-y. C'est super important si on veut garder notre autonomie, que ça le soit, pour pas dépendre tout le temps de quelqu'un. Parce que on a notre petite fierté, notre petit orgueil. On veut pas nécessairement demander toujours à quelqu'un pour faire nos activités, nos commissions, pour se rendre à notre travail. J'ai aussi remarqué qu'en milieu de travail, je sais pas vous, mais moi, je remarque pas tant de personnes en fauteuil roulant ou avec des cannes en milieu de travail. Je le sais que les offres d'emploi discriminent pas les personnes avec des difficultés physiques, avec des handicaps. Je le sais que c'est ouvert à tous. Mais est-ce que les employeurs pourraient plus encourager ce type d'embauche-là? Je pense que oui. Je pense qu'il y a une réflexion à faire de ce côté-là, surtout de nos jours où on parle de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça serait pas possible de prendre un employé avec un handicap sans qu'il soit à temps plein à 35 heures semaine, mais si tu prends 2 personnes avec des handicaps qui font chacun 20 heures, ben au bout du compte, ton 40 heures va être couvert. Ces personnes-là vont s'être accomplies. Ils vont retirer une fierté personnelle de pouvoir travailler. Puis en même temps, ben outre le 20 heures de temps dans leur semaine, ben ils vont pouvoir continuer à aller à leurs rendez-vous médicaux, puis consacrer du temps à leur réadaptation s'il faut. Mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire de ce côté-là. Parce que on est des personnes qui ont des grandes capacités cognitives. C'est juste qu'on se déplace un peu moins bien. Fait que, s'il vous plaît, ayez cette réflexion-là pour rendre le travail plus facilement accessible pour les personnes avec des difficultés physiques. J'ai la chance d'avoir 2 magnifiques enfants. J'ai eu 2 belles grossesses avec plus de suivis médicaux qu'une femme en bonne santé, donc plus d'échographie, c'est quand même le fun ça. Puis ça démontrait que l'enfant se développait bien, qu'il y avait une bonne santé, donc j'ai mené mes grossesses à terme. Ça a été pour l'accouchement, c'était des césariennes endormies. Donc sous anesthésie générale, avec la malformation de ma colonne vertébrale, on pouvait pas faire d'épidurale, là, ça aurait probablement pas fonctionné, ou il y avait encore des risques qui étaient reliés à tout ça. Puis la césarienne, ben c'était une décision qu'on a prise avec le neurologue puis le médecin. C'était plus sage, comme on savait pas ce que la poussée pouvait avoir comme impact sur ma colonne vertébrale. On a été vers la césarienne. Hein, déjà des femmes enceintes en bonne santé qui accouchent normalement ont souvent des répercussions là, des fois au niveau du dos. Donc
moi, dans ma condition, on n'a pas pris de chance. Hein. Donc, aujourd'hui, j'ai 2 beaux enfants que j'adore, que je suis dans leur activité. Je suis une maman groupie, une maman impliquée. Puis, j'adore ce rôle-là. Malgré ma condition physique, je demeure une personne qui est active. Donc, je suis mes enfants dans leurs activités sportives. On fait du camping en famille, de la motoneige, puis de la moto avec mon conjoint. Je l'en remercie de me rendre possible ces activités-là. Sans lui, ça serait beaucoup moins facile pour moi, mais il est ingénieux puis il est ouvert à adapter nos activités pour que je puisse y participer, puis je leur remercie beaucoup. Mon père s'est procuré un quadriporteur pour moi. Ça me permet de passer l'Halloween avec mes enfants. Ça me permet d'aller passer des fins de semaine à Saint-Tite avec des amis, puis d'aller faire des expositions de voitures. Autrement, ça serait vraiment trop difficile pour moi de pouvoir faire ces activités-là. Je paierais le prix pendant plusieurs jours à avoir mal partout, puis à avoir même une fatigue physique puis mentale. Hein. Quand on a de la douleur, ça l'impact sur toute notre énergie. Donc, un gros merci aux hommes de ma vie de prendre le temps d'adapter des activités pour moi, pour que je puisse participer. La gestion d'énergie quand on a de la douleur, quand on a des atteintes physiques, on se rend compte que c'est tout un défi. Hein? Nos journées, tous les parents vont le savoir, on n'a pas assez de 24 heures dans une journée. Ben, quand tu as une atteinte physique puis des douleurs, ben là, il faut que tu commences à prévoir les tâches que tu as à faire dans une journée, puis à les prioriser. Puis souvent, il faut que tu apprennes à en laisser tomber. Moi, j'appelle ça la théorie des cuillères. Je me souviens plus où j'ai vu ça, mais ça vient pas de moi, en tout cas. Ça dit finalement qu'une personne normale va avoir une quantité pas infinie, mais beaucoup de cuillères, finalement, pour faire sa journée. Une cuillère représentant, exemple, une activité. Ben moi, mes cuillères, mon énergie est limitée. Donc, mettons, j'en ai 10, 12 pour faire une journée. Hey, écoute, c'est vite passé, là, hein? Tu déjeunes, tu te prépares le matin, puis il y en a une de passée. Tu te rends au travail, marcher jusque-là, tu t'installes, puis il y en a un autre. Fait que tu te rends compte assez vite que, rendu à la fin de la journée, s'il te reste la vaisselle à faire, aider les devoirs aux enfants, préparer les lunchs, et zut, il en manque. J'en ai pas, sinon, demain, je vais payer le prix, puis je vais hypothéquer ma journée de demain. Fait que c'est une petite théorie qui fait prendre conscience là, de manière plus visuelle, plus concrète à quelqu'un qui est en bonne santé, ce que ça peut représenter. Donc, si vous êtes en forme, vous, physiquement, puis que quelqu'un autour de vous a des difficultés, ben soyez compréhensif envers lui. C'est pas qu'il veut faire son lâche. Au contraire, ça lui fait de la peine de pas pouvoir passer au travers de toutes ses tâches. Mais il faut qu'il priorise pour se préserver. Personnellement, j'ai je pourrais dire un abonnement avec un massothérapeute, un physiothérapeute pour m'apprendre des étirements, pour relâcher mon corps, mes muscles qui sont souvent tendus. C'est essentiel à mon bon fonctionnement, là, puis à me sentir bien dans mon corps. Dernièrement, j'ai aussi une nouvelle orthèse tibiale qui m'aide à marcher parce que mon pied droit est un petit peu pendant puis avait tendance à accrocher, ce qui me causait des chutes, puis différentes douleurs aussi. Donc là, c'est nouveau. Pour la petite fierpette en moi là, qui aimait se chausser, s'habiller, puis être élégante, c'est moins le fun, hein? Mais faut ce qu'il faut hein, pour bien fonctionner puis être en forme. Tu sais, ça m'aide tellement que ça facilite tellement ma marche que ben je l'accepte.
Aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve pour ma condition physique. Je prends ça une journée à la fois. Et puis, tant que je suis bien entourée des gens que j'aime, comme je le suis maintenant, ben, je vais être capable de passer à travers bien des choses. Le lâcher-prise, la résilience dans mon sac à outils, puis hop, on y va. Puis ce que je constate, c'est que dans tout ce que je vis avec mes enfants, des êtres humains en construction, ce que je remarque, c'est que ça fait des personnes qui sont tellement empathiques, puis à l'écoute des autres, puis attentionnées. Mes enfants vont certainement devenir des beaux adultes, des belles personnes. Puis, ben, ça amène quelque chose de positif. Hein? Quand je vous disais qu'il faut voir des belles choses, ben moi, c'est ce que je constate avec mes enfants en fonction de ma condition physique. Je voudrais dire aux gens que quand vous vivez des difficultés, des combats dans la vie, oui, c'est important de vivre votre émotion plate là, de peine, de colère. Mais après ça, il faut se botter le derrière, se reprendre en main, puis aller de l'avant, construire avec la circonstance moins agréable qui se présente à nous, apprendre de ça, puis se mettre un sourire dans le visage puis dans le cœur, puis avancer malgré tout. Ça sert à rien de ruminer puis de broyer du noir tout le temps. Tu te sentiras pas mieux de toute façon. Fait que pourquoi pas se mettre un sourire au visage puis dans le cœur puis avancer.